We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Si l'ensemble de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert. Getting to Mars will be risky, dangerous. Est-ce qu'on peut continuer à manger autant de viande tout en protégeant la planète? There is life on Mars. Climate change is real, it's happening. Truth is stranger than fiction. Horatio, un podcast National Geographic avec Arnaud Sacleux. 3, 2, 1, 0. All engine running. Bonjour Marie-Christine Angonin. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Observatoire de Paris et professeure à Sorbonne Université. Vous êtes aujourd'hui l'invitée d'Horatio et ensemble nous allons discuter d'espace et de relativité. Marie-Christine, vous êtes spécialisée dans l'application de la théorie de la relativité. J'aimerais commencer avec vous cette discussion par une question un peu piège. Expliquez-nous en 1 ou 2 minutes cette théorie développée par Einstein. La relativité, c'est en fait prendre conscience que quand on veut assister à un événement, un phénomène, il faut avoir l'information de l'endroit où ça va se passer, c'est-à-dire de l'espace, mais aussi du moment où il va se passer, c'est-à-dire le temps. Et pendant longtemps, on a cru que ces deux notions de physique qui se mesurent de façon différente étaient complètement indépendantes. Mais la relativité est allée un petit peu plus loin et s'est dit qu'en fait, on vivait dans une trame où l'espace et le temps sont complètement combinés. Cette trame, qu'on appelle donc l'espace-temps, qui est à 4 dimensions, est absolument nécessaire pour décrire toute la physique sous quelque forme qu'elle soit. Et donc, étant donné que le temps et l'espace, c'est pas la même chose, il faut que cette trame, pour faire les mailles de cette trame, trouver un lien entre l'espace et le temps, et sous forme d'une constante, d'une calibration en quelque sorte, pour passer de l'un à l'autre. Et cette constante est une vitesse, et cette vitesse est la vitesse limite de l'espace-temps. Et c'est vitesse limite qui est parcourue, par exemple, par la lumière quand elle va dans le vide. Donc, couramment, on l'appelle la vitesse de la lumière. Mais c'est en fait quelque chose de constitutif de l'espace-temps. Et donc, à partir du moment où on vit dans un espace-temps, eh bien, on va raisonner comme quand nous, on a l'habitude de raisonner dans l'espace. Par exemple, imaginons 2 touristes qui visitent un monument, mais ils arrivent par des côtés différents du monument. En le regardant, ils vont le décrire différemment en termes de hauteur ou de largeur, simplement parce qu'ils le voient différemment. Eh bien, la relativité va plus loin et dit, eh bien, dans ces cas-là, ils le voient différemment dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est-à-dire que 2 observateurs, en fonction du référentiel où ils se trouvent, vont décrire un même événement, un même phénomène physique de façon différente en termes d'espace et de temps. Ils vont voir des distances différentes, ils vont voir des durées différentes et même parfois vont voir des chronologies différentes. Et tant qu'ils restent chacun dans leur référentiel, avec leur vitesse par rapport à l'événement et puis leur position, la physique va se dérouler comme si on était normalement, sans aucun problème. Les soucis vont arriver lorsque un des observateurs décide d'aller voir l'autre et de se mettre dans son référentiel, de changer de référentiel. Et à ce moment-là, ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas vu les mêmes choses. Et ça peut amener tous les paradoxes dont on parle couramment, comme les paradoxes des jumeaux de Langevin, qui ne sont pas des paradoxes, c'est vraiment des conséquences naturelles de la relativité et qui ne posent aucun problème. Alors justement, avant qu'on continue sur la relativité, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce paradoxe des jumeaux ? Eh bien, c'est typiquement un problème de changement de référentiel. C'est-à-dire que on a 2 jumeaux qui sont sur Terre et on propose à l'un d'entre eux d'aller dans une fusée qui va aller à des vitesses considérables, proches de la vitesse de la lumière, et dans une fusée, et qui va revenir sur Terre au bout d'un moment. Donc cet aller-retour qui se fait dans un référentiel un petit peu particulier puisqu'il va avoir des accélérations, des freinages. Donc c'est pas un référentiel qu'on appelle inertiel, c'est pas un référentiel de référence, si on peut dire. Va faire que pour lui, le temps va se dérouler quand il reviendra voir son jumeau sur Terre et qu'il se remettra dans le référentiel de son jumeau. Le temps se sera déroulé plus lentement que pour son jumeau sur Terre. Et donc, ils ne seront plus jumeaux puisqu'ils n'auront pas plus strictement le même âge, puisqu'ils n'auront plus vécu la même durée. Voilà.
Alors, pour revenir à notre relativité, quel a été l'apport d'Einstein dans l'élaboration de cette théorie ? Einstein a déroulé toute la physique qui était possible dans cet espace-temps, donc a déroulé toute la physique possible, les différentes forces possibles, et s'est aperçu qu'il y avait un os avec la gravitation. Pourquoi il y a un os ? Bien parce que depuis Galilée, on sait que tous les objets, par exemple sur Terre, tombent de la même manière, ont le même mouvement en tombant sur Terre, quelle que soit leur masse. Et donc, ça, c'est complètement incompréhensible, ça n'existe pas avec d'autres forces de la physique. Donc, si la gravité était une force, eh bien, elle pose un problème philosophique certain. Pourquoi le mouvement des objets dans la gravitation devrait être le même, quelle que soit leur masse, ce qui est quand même la qualité principale qui explique ce que c'est que la gravitation. Et donc Einstein, et là c'est la relativité générale, a mis 10 ans à réaliser qu'en fait ça signifie que si tous les objets se promènent de la même façon, ça signifie que la gravitation c'est en fait un problème d'espace-temps et non pas une force comme les autres. Alors, on vient de définir ensemble la relativité générale, mais en quoi elle se différencie de la relativité restreinte ? Mais la relativité restreinte, c'est vraiment la philosophie qui dit que la trame dans laquelle nous vivons est portée par une constante qui est la vitesse de la lumière, et cette constante couple l'espace et le temps, et qu'on ne peut pas les dissocier. Alors, c'est vraiment ensemble. Se complètent vraiment. Ouais. Oui, oui. Alors, quelles sont les applications pratiques de cette relativité ? C'est une théorie au final très abstraite. Concrètement, en quoi a-t-elle changé notre quotidien ? Il est clair que les effets relativistes sont en général très faibles. Ils sont toujours présents, mais ils sont tellement faibles qu'on ne les voit pas, qu'on ne les perçoit pas. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu 250 ans entre la loi de Newton et l'idée de plus de 250 ans entre la loi de Newton et l'idée de la modifier avec la relativité générale. Il faut se dire que la relativité est arrivée pour des raisons tout à fait pratiques. En fait, Einstein était dans un bureau des brevets. Henri Poincaré, qui est aussi un fondateur de la relativité, était à l'Observatoire de Paris et se posait des questions sur comment faire de la cartographie. De même, Einstein, dans le bureau des brevets, se posait des questions très concrètes qui étaient... Parce qu'à l'époque, on était en plein essor des communications. Il y avait un essor des trains, du chemin de fer, il y avait l'essor de la communication par télégraphe, le téléphone apparaissait, les communications par voie hertzienne étaient en train de se développer. Et donc, clairement, on n'était plus du tout à une période où, avec la diligence, pour aller d'une ville à l'autre, on mettait une demi-journée et où on n'était pas à un quart d'heure près pour se mettre d'accord sur l'heure qu'il était. Là, on avait des trains, on avait des téléphones. Si on voulait s'appeler, si on voulait prendre le train, il fallait que toutes les horloges d'un pays ou voire d'un continent correspondent les unes les autres, soient synchronisées. Donc, Einstein s'est posé la question, mais comment fait-on ? Comment fait-on concrètement pour être sûr que des horloges, qui en plus étaient des horloges mécaniques, pas forcément d'une précision fantastique, puissent être de synchroniser suffisamment pour pouvoir permettre ce genre de communication. Et donc, il est arrivé très vite à la conclusion qu'il fallait communiquer avec les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière, ou les ondes hertziennes, qui sont une forme de lumière qu'on ne voit pas. Et cette lumière va à la vitesse de la lumière. Donc, tous les éléments étaient là, le temps et la vitesse de la lumière. Comment résoudre le problème de communication à grande distance en faisant donc des changements de référentiel ? Tous les éléments étaient là, il fallait le génie d'Einstein pour avoir une vision globale, un recul suffisant pour mettre tout ça en musique et que cela fonctionne. Donc, pour nous, maintenant, qu'est-ce qui concrètement fait que la relativité on la vit au quotidien ? Eh bien, c'est exactement les mêmes problématiques. C'est-à-dire que nos réseaux de communication se basent sur un réseau d'horloges atomiques ultra précises et que ces horloges atomiques, pour pouvoir se synchroniser, pour pouvoir dialoguer, vérifier que le temps est bien défini, le temps atomique international,
ont besoin de prendre en compte les effets relativistes. Alors ça, c'est un effet ténu que l'on ne voit pas au quotidien, mais l'effet le plus flagrant, c'est évidemment, comme pour Henri Campoincaré, les histoires de cartographie, c'est le positionnement par satellite, le fameux GPS, Galiléo pour les Européens. Donc ça, le GPS ne peut fonctionner que si on fait il s'agit de communiquer avec des satellites qui sont autour de la Terre avec des vitesses assez importantes, et il ne peut fonctionner que si on prend en compte les effets relativistes. Pour vous donner un exemple, si on utilisait un GPS pendant une journée complète, par exemple, on traverse l'Europe, on fait 3000 km en voiture, ça prend 24 heures à vue de nez, d'accord ? Eh bien, si notre GPS ne prenait pas en compte les effets relativistes, et là je parle de relativité restreinte comme de relativité générale, sachant que la relativité restreinte même compense en partie la relativité générale, mais c'est la relativité générale qui est la plus importante, eh bien, à ce moment-là, au bout de ces 3000 km, de cette journée de trajet, on se tromperait de 12 km. Alors, 12 km, c'est pas beaucoup dans le positionnement, mais c'est suffisant pour rater complètement notre objectif. Effectivement. Donc, la mamie qui attend, elle attendrait encore un petit moment. Donc, on est obligé de le prendre en compte concrètement. Et quand on voit toutes les applications des GPS, c'est-à-dire ça fait fonctionner actuellement toutes les flottes, avions, bateaux, camions, ça sert pour les randonnées, ça sert pour les géosciences, prédire les séismes, mesurer la tectonique des plaques. Tout, enfin, je ne sais pas, il y a même la localisation des tracteurs pour faire du labourage. Enfin bref, le GPS sert absolument partout à l'heure actuelle. Et donc, vraiment, on vit dans une époque relativiste. D'accord. Donc en fait, on comprend bien que cette théorie, elle est ancrée partout, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit. Cependant, c'est quand même une théorie qui date de 1915, donc ça remonte un petit peu maintenant. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles lois qui sont venues la compléter ou la modifier depuis qu'Einstein l'a énoncée, ou cette théorie est toujours gravée dans le marbre pour l'instant Alors, gravé dans le marbre, rien n'est gravé dans le marbre en recherche, évidemment. Donc, depuis 1915, en particulier depuis les années 60, quand on a commencé à avoir l'ère spatiale et les horloges atomiques, enfin bref, des mesures de très haute précision, on a fait que vérifier la relativité. C'est-à-dire que tous les tests qui ont été faits ont toujours confirmé les relations que Einstein avait établies. Cependant, on est quand même dans une difficulté, parce que une difficulté assez importante, même si dans notre vie quotidienne ça ne révolutionne rien, c'est que en même temps que la relativité a été développée une autre théorie, qui est la physique quantique, ou la théorie quantique des champs, on peut aller à son extension. Et cette théorie porte sur d'autres domaines de la physique que ceux qui touchent la relativité. Et elles ont du mal à se rejoindre. Alors théoriquement, elles sont complètement incompatibles. Et en pratique, dans les expériences, on a du mal. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a des atomes, les relations entre les différents atomes sont tellement fortes qu'on ne peut pas voir les effets de la gravitation et donc de déformation de l'espace-temps, ce qui fait que les expériences à l'heure actuelle ont vraiment du mal à voir des jonctions entre la relativité et la physique quantique. Et comme je le disais, théoriquement, elles sont complètement incompatibles. Donc on est vraiment devant une difficulté majeure. On sait qu'il va falloir étendre la relativité, comme on a étendu Newton à la relativité, il va falloir étendre la relativité à un modèle plus large. Alors les théoriciens ont plusieurs idées, plusieurs pistes. Une des pistes qui vient assez couramment, c'est la théorie des cordes. Vous en avez peut-être entendu parler. Absolument, voilà. Oui. Et ces théories sont tout à fait satisfaisantes du point de vue philosophique, mais tant qu'elles n'ont pas été vérifiées par des expériences, on est incapable de dire si c'est ceux-là qui vont être la bonne piste ou si c'en est d'autres. Et il y a plusieurs possibilités. Donc, à l'heure actuelle, on est devant une fenêtre passionnante où on sait qu'il y a quelque chose à chercher, à trouver, mais on a plusieurs pistes possibles, mais on est en train de chercher le bout de la pelote, l'expérience qui va nous permettre d'aller dans une direction ou dans une autre. Pour justement essayer un peu d'élucider ce mystère, vous étudiez l'application de cette relativité dans le cadre d'expériences dans le système solaire, notamment avec le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne,
ou les tirs laser-lune qui fonctionnent, on le rappelle, parce que l'homme a effectivement marché sur la Lune. En quoi consistent concrètement ces tests et que montrent-ils ? Alors donc, effectivement, les tirs laser-lune font partie des preuves montrant que l'homme a fait quelque chose sur la Lune, au moins. Je ne sais pas s'il a marché, mais vu la taille des miroirs qu'il y a dessus, c'est quand même certainement des hommes qui les ont posés. Donc, il y a des miroirs sur la Lune, et quand on envoie un tir laser suffisamment puissant sur la Lune, eh bien, la lumière revient sur Terre et on peut mesurer le temps de trajet. Donc, ça permet de vérifier l'aller-retour de la lumière, donc d'un objet particulièrement relativiste, puisqu'il va à des vitesses considérables, et de vérifier que les lois de la relativité s'appliquent du point de vue relativité restreinte, mais aussi du point de vue relativité générale, puisque la Lune tourne autour de la Terre par effet de la gravitation, et donc par la même occasion, on vérifie que la Lune tourne bien autour de la Terre comme on voudrait, à des précisions meilleures que le centimètre, donc c'est quand même plutôt satisfaisant. Mais ce qu'il y a, c'est que évidemment, on ne se satisfait pas simplement de ça, on essaye d'aller plus loin. Encore une fois, on cherche, dans la continuité de ce que je racontais, on cherche une expérience qui va, grâce à la haute précision, va permettre de trouver une petite déviation à cette loi de la relativité et trouver une piste pour essayer de l'améliorer. Et donc, c'est l'objectif que nous avons avec les tirs laser-lune. Il y a des améliorations considérables sur les télescopes qui sont utilisés, et puis on accumule des données depuis 40 ans, depuis que l'homme est allé sur la Lune. Et donc, même, on est à 50 ans maintenant. Oui, on est à 50 ans, désolée. Et donc, on accumule les données, et donc on améliore ces précisions. Et donc, ce que moi je fais, c'est en fait des modélisations du trajet de la lumière, et de voir s'il n'y aurait pas quelque part dans les données quelque chose qui nous donnerait une idée de ce qui pourrait améliorer la relativité. Et pour ce qui est du satellite Gaïa, eh bien, c'est exactement la même philosophie. Il s'agit aussi de communiquer avec le satellite Gaïa, qui lui-même mesure la lumière venant d'étoiles, d'1 milliard d'étoiles dans la galaxie. Et donc, il s'agit encore de trajectoire de la lumière, et de vérifier que cette trajectoire de la lumière suit bien les lois de la relativité. Comme en plus, ces mesures se font sur du long terme, la lumière peut être déviée par des planètes du système solaire, ou peut subir des effets dus à des échelles plus importantes. Et donc, c'est la même philosophie, c'est-à-dire de regarder la trajectoire de la lumière, de la mesurer avec une très très haute précision, puisque le satellite Gaïa est un satellite qui mesure les positions des étoiles à une très très haute précision, une précision record. C'est-à-dire le micro-arc seconde. Alors, je ne sais pas si ça veut vous parler, mais en gros, avec les télescopes sur Terre, quand on fait des mesures à travers l'atmosphère sans trop la modifier, on arrive à voir de la seconde d'arc. Alors, la seconde d'arc, c'est quoi ? Eh bien, 1 degré, c'est 60 minutes d'arc, qui elles-mêmes sont 60 secondes d'arc. Donc, c'est un 3600e de degré, tel qu'on l'a sur le rapporteur. Effectivement, ça a l'air assez précis. Et donc ça, c'est ce qu'on arrive de mieux à faire sur Terre. Quand on envoie des satellites autour de la Terre, on s'abstrait de l'atmosphère, et donc on arrive à des précisions meilleures. Mais là, on bat tous les records avec le micro-arc seconde au satellite Gaïa. Voilà. Pour rester avec l'Agence spatiale européenne, elle prévoit, comme d'autres agences internationales d'ailleurs, de partir à la conquête de l'espace, et plus spécifiquement de la Lune, pour exploiter ses ressources, comme l'hélium-3 qui est très très rare sur notre planète. D'ailleurs, selon certains chercheurs, 25 tonnes de cette matière suffiraient à fournir toute l'énergie consommée par les États-Unis en 1 an. Dites-moi, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? C'est une très très bonne question. Je pense que... Alors là, je suis un peu moins spécialiste du sujet, donc je vais peut-être parler plus en mon nom en tant que chercheuse. Ça sera tout aussi intéressant, j'en suis sûr. Mais je pense que ce genre d'objectif est d'abord avant tout un objectif symbolique, stratégique, voire politique.
Mais ça peut être tout à fait intéressant. D'une part, c'est vrai que l'hélium-3, c'est très rare sur notre planète. Cela dit, si on réfléchit un tout petit peu au coût que représente l'installation de systèmes qui permettent d'extraire et ramener l'hélium-3 sur Terre, le coût énergétique et le coût concret d'argent, de budget pour plusieurs milliards de dollars, mais certainement. Plusieurs centaines, voire pire, montre que ce serait absolument pas rentable concrètement. Cela dit, derrière ce genre de challenge, en dehors du symbole, il y a des challenges technologiques fabuleux qui ont des retombées énormes, multiples. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait eu l'homme dans l'espace a résolu un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que, par exemple, pour la nourriture dans l'espace. Et par exemple, quand vous achetez des gourdes de compote, eh bien, c'est directement une retombée de la technologie spatiale, parce qu'il fallait trouver des moyens de manger de façon simple, quoi. Donc, ça a des retombées complètement variées et incongrues et qui font que c'est relativement intéressant d'avoir ce genre de développement par des financements publics, des agences publiques, même si, dans le fond, c'est peut-être pas ça qui est le plus rentable. Effectivement, de plus en plus d'agents publics, mais surtout privés, on parle notamment de milliardaires ou d'agences comme SpaceX, souhaitent partir à la conquête de l'espace, considéré par certains comme étant le nouveau Far West. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander si, avec tout ça, toutes ces nouvelles accélérations, ce n'est finalement pas la survie de l'humanité et de la planète qui est en train de se jouer ? Alors, SpaceX, je sais, c'est évidemment privé, mais c'est quand même très en lien avec la NASA et ça fait des choses qui sont relativement de domaine public ou de service public. Donc, je ne vais pas le mettre tout à fait dans le même sac que les autres projets divers de milliardaires, mais effectivement, il y a cet aspect-là de communication très forte qui apparaît. La question de survie de notre humanité est évidemment cruciale avec ne serait-ce que les problèmes climatiques. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une conquête spatiale à l'heure actuelle. On n'est absolument pas prêt à aller s'installer sur d'autres lieux, même simplement la Lune ou Mars, et encore moins à les terraformer. Et d'autant plus qu'on n'est même pas capable de terraformer correctement notre Terre, puisqu'on est en train de la faire diverger vers d'autres équilibres, on va dire. Donc, sincèrement, si on voulait se préoccuper de la survie de l'humanité avec un grand H, il faudrait mettre les moyens sur Terre. Et c'est là qu'on va trouver des solutions peut-être. Enfin, j'espère, en tous les cas, moi j'y crois encore. Mais alors que dépenser pour une conquête spatiale, ce serait quoi ? Eh bien, ce serait le rêve habituel d'envoyer un petit groupe de personnes sélectionnées. Alors, comment sélectionner ? Je crains que ce soit uniquement pour leur argent, mais bon. Aller représenter l'humanité dans d'autres lieux, ça demanderait un déploiement de toute l'énergie sur Terre et donc de détruire la Terre simplement au profit de ce petit groupe. Je ne crois pas que ce soit si intéressant que ça. Merci beaucoup Marie-Christine Angonin d'avoir échangé avec nous dans cet épisode d'Horatio. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu ou pas plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur notre compte SoundCloud. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet, rendez-vous sur le site nationalgeographic.fr.